Bonjour! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la pyramide de la douleur ou Pyramid of Pain. La pyramide de la douleur a été décrite pour la première fois par David Bianco en 2013 et c'est un modèle conceptuel qui permet de classer l'efficacité des contrôles de détection. La douleur ici fait référence à la souffrance qu'un contrôle de détection inflige à l'adversaire. Et donc plus on monte dans la pyramide, plus l'attaquant aura du mal à s'adapter et à échapper aux capacités de détection du défenseur. Donc la pyramide de la douleur permet d'évaluer l'utilité des informations et donner des indicateurs de compromission et des indicateurs d'attaque qui ont été collectés. Et il y a deux concepts dans la pyramide de la douleur. La difficulté pour le recueil et l'application des IOC à la cyberdéfense, mais aussi la difficulté pour les attaquants de changer leur comportement. Donc une fois que la pyramide de la douleur est opérationnelle, il est possible d'intégrer le framework MITRE-ATT&CK dans la section TTP de la pyramide de la douleur. Donc la pyramide de la douleur reconnaît que tous les indicateurs de compromission et donc les capacités de détection ne sont pas créés égaux. Certains indicateurs sont faciles à modifier et à contourner pour un attaquant, tandis que d'autres comportements sont essentiels à leur objectif déclaré et ne peuvent pas être modifiés facilement. Et c'est là où on va retrouver finalement des niveaux allant de quelque chose de complètement trivial ou facile jusqu'au niveau le plus haut de la pyramide. Ça, on va parler de niveau où c'est coriace. Donc au bas de la pyramide va se trouver les indicateurs simples tels que les valeurs de hachage, les adresses IP et les noms de domaine. Puis au-dessus, à un niveau agaçant, on va dire, on va retrouver les artefacts réseau et hôtes. Donc les artefacts réseau, c'est l'activité réseau observable des adversaires. Par exemple, le pattern du RI, les informations sur le Command and Control qu'on retrouve dans les protocoles réseau, un User Agent qui est distinct, et ainsi de suite. Dans les artefacts hôtes, on va retrouver tout ce qui est les observables causés par des activités adverses sur un ou plusieurs hôtes, tels que des clés de registre qui ont été modifiées ou des valeurs connues pour être créées par des morceaux spécifiques de logiciels malveillants, des fichiers ou des répertoires. Et donc à ce niveau-là, si on arrive à connaître ces éléments-là et qu'on les utilise pour la détection d'attaque, finalement ça va être plus agaçant pour l'attaquant de modifier ces choses-là. Maintenant, à un niveau au-dessus, on va retrouver les outils. Donc les outils, c'est les logiciels utilisés par les attaquants pour accomplir leur mission. Et ça va inclure les utilitaires conçus pour créer des documents malveillants pour le spear phishing par exemple, les portes dérobées utilisées, pour établir des craqueurs de mots de passe, et ainsi de suite. Ou d'autres utilitaires basés sur l'hôte. Et donc là, si on arrive à détecter ces outils-là et les empêcher, ça va devenir plus difficile pour l'attaquant de modifier, donc de changer ses outils et pour pouvoir passer inaperçu. Et enfin, au sommet de la pyramide, on va retrouver les TTP. Donc ça, c'est comment l'adversaire s'acquitte de sa mission de la reconnaissance jusqu'à l'exfiltration des données et chaque étape intermédiaire. Et si à ce niveau-là, les défenseurs arrivent à détecter ou mitiger les TTP, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile pour un attaquant de modifier ces TTP. Donc c'est beaucoup plus coriace. Il arrive à un niveau coriace. Et souvent, à ce moment, l'attaquant va se dire pourquoi je vais rester sur cette cible et pas changer de cible. Les cibles, il y en a plein, c'est pas ce qui manque. Et donc, il va pouvoir se dire, plutôt que de rester sur cette cible, je vais changer de cible et pour trouver une nouvelle cible qui va être plus facile à attaquer. Donc, par exemple, imaginons une suite de détection, si on est toujours sur le TTP, une suite de détection qui prend l'empreinte des appels API impliqués dans le transfert de données.
hors d'un environnement de confiance cloud. Cet indicateur serait impossible à modifier pour l'attaquant, à moins qu'il ne soit en mesure d'exploiter des mécanismes inconnus et non documentés du fournisseur cloud pour transférer les données. Une autre façon de voir la pyramide, c'est de voir en fait à chaque élément à quoi il correspond. Si on prend les éléments de valeur de hash, adresse IP, nom de domaine, artefact, hôte et réseau, ces éléments-là sont des valeurs qui vont être éphémères et qui sont faciles pour un adversaire à changer. Et donc, d'un point de vue analytique, la robustesse de ces éléments reste éphémère. Les outils, au niveau de la pyramide, qui sont les outils qui sont utilisés par les adversaires durant une attaque. Et donc là, de manière analytique, la robustesse de ces éléments-là sont beaucoup plus robustes que les valeurs qui sont en dessous, qui artefact réseau, artefact hôte, nom de domaine et ainsi de suite. Et on va retrouver ici des outils qui sont déjà préexistants ou des outils qui ont été créés par l'adversaire. Et au niveau le plus haut du sommet de la pyramide, donc les TTP, ici, en fait, comme je l'ai dit précédemment, c'est le comportement qui est démontré par l'adversaire tout au long de l'attaque. Et on va retrouver ici certaines implémentations de sous-techniques ou alors les sous-techniques elles-mêmes. Et donc, si on regarde la robustesse de ces éléments-là pour la défense, finalement, on voit bien que plus on est en haut de la pyramide, plus ces éléments-là sont robustes et vont être efficaces à la détection d'une attaque, d'un adversaire, ainsi de suite. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye!